Donc, petite vidéo sur le point 1.2 de ce chapitre Primat de l'individu et transformation des liens sociaux. Donc, pour commencer, un petit document de 3 pages 213 qui vous montre finalement le poids des associations en France, finalement. Cela, en fait, ça montre que l'individualisme, en fait, n'est pas forcément synonyme d'égoïsme, hein. On en reparlera un petit peu après. Juste pour faire un petit topo, hein. En France, il y a 12 millions de bénévoles âgés de plus de 15 ans. Il y a 900 000 associations avec plus de 21 millions d'adhérents. Et vous avez 70 000 à peu près, hein, associations qui se créent en France chaque année. Donc on voit bien ici, hein, le rôle essentiel du tissu associatif. Et finalement, on retrouve ici l'idée que c'est pas parce que nous sommes dans des sociétés à solidarité organique où donc les individus sont autonomes, de plus en plus individualisés, hein, finalement, qu'on a perdu le lien, au contraire même en fait, hein. Et si vous voulez, ça nous amène assez logiquement sur les travaux d'un sociologue français, François de Singly, hein, qui est là. François de Singly, en fait, explique que les liens sociaux n'ont absolument pas disparu, ne se sont pas délités, hein, affaiblis si vous préférez, avec la montée de l'individualisme, avec le primat de l'individu. En fait, ils se sont juste transformés. Alors pour le dire un petit peu plus simplement, si vous voulez, dans les sociétés à solidarité mécanique où l'individualisme est moins poussé, hein, on a finalement beaucoup moins de liens qu'à l'heure actuelle, mais ce sont des liens forts. Voilà. Essentiellement des liens forts, peu nombreux, et c'est ça qui fait la cohésion sociale. Dans les sociétés contemporaines à solidarité organique, ces liens forts sont moins importants. En revanche, on en a beaucoup plus, mais des liens qui sont faibles. C'est-à-dire qu'en fait, donc, vous voyez, hein, les liens n'ont pas disparu, ils se sont transformés. On est passé de peu de liens forts à beaucoup de liens faibles, hein, pour le dire un petit peu simplement. Et ces liens faibles, par définition, bah, finalement, ils se détruisent beaucoup plus vite que les liens forts, mais ils se recomposent aussi beaucoup plus vite. Alors, on peut avoir cette impression, finalement, que les liens sont moins solides qu'auparavant parce que justement ils se détruisent, mais penser cela, c'est oublier qu'ils se recomposent aussi extrêmement vite. Voilà, donc on voit bien ici que la notion d'individualisme n'est absolument pas, ou de primat de l'individu, n'est absolument pas contraire finalement à la cohésion sociale et à l'intégration des individus. Alors je me permets en fait une toute petite ouverture dans mon cours, hein. Ça c'est un petit peu du bonus, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais si vous voulez, Singly donc a écrit un bouquin en 2005 qui s'appelle L'individualisme est un humanisme, où il essaye de défendre en fait, hein, l'individualisme, et il nous explique, voilà, il y a deux grandes formes d'individualisme. Première forme, c'est l'individualisme concret, qui est fondé en fait sur deux types d'individualisme. Le premier, c'est l'individualisme compétitif. Finalement, l'individu existe au travers de sa compétition avec l'autre, hein, d'accord. Donc c'est la méritocratie. Pensez au sport, hein, par exemple. On existe dans la performance par rapport à l'autre, finalement. Et puis l'individualisme relationnel, c'est-à-dire qu'on existe grâce au regard de l'autre, en fait, hein, d'accord. Singly insiste souvent sur l'amour, hein. Voilà, on est dans cette idée d'individualisme relationnel. On existe en tant qu'individu parce que l'autre nous reconnaît, en fait, parce que l'autre nous aime. Donc ça, ce sont les formes d'individualisme concret. Et puis vous avez l'individualisme qu'il appelle abstrait, euh, avec composé également lui de formes différentes. L'individualisme qu'il appelle rationnel ou citoyen, en fait, hein. Donc ça, c'est le fait d'exister en tant qu'individu membre d'une société, en tant que citoyen, hein, d'accord. Donc en fait, vous êtes reconnu comme citoyen parce que vous avez le droit de vote, par exemple, hein. C'est la chose la plus facile à comprendre, l'illustration la plus simple. Et puis, deuxième forme, hein, l'individualisme comme humanisme, c'est-à-dire que vous n'existez pas comme individu seulement au travers de la compétition à l'autre, seulement dans la relation avec l'autre, vous existez aussi parce que vous êtes membre en fait d'une commune humanité en fait, et donc vous êtes reconnu en tant qu'homme avec un grand H, hein, d'accord, parce que vous appartenez
à quelque chose d'assez global, si vous voulez, hein. La couverture maladie universelle, par exemple, hein, est une forme de reconnaissance de cet individualisme humaniste. Et en fait, Singley nous dit tout simplement que l'individualisme est positif quand on arrive à trouver un équilibre entre l'individualisme concret et l'individualisme abstrait. Donc un individualisme entre guillemets, on pourrait dire micro, hein, d'accord, à l'échelle de l'individu lui-même, et puis un individualisme beaucoup plus large. On existe en tant que citoyen, on existe en tant que personne vivant dans un, enfin, se sentant appartenir à un monde, etc. Et donc, si vous voulez, j'aime bien dire aux élèves qu'on on tombe ici un petit peu, hein, dans ce qu'on appelle l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant. Agis toujours de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il faut agir donc, pour soi, hein, d'accord, sans oublier qu'on appartient euh, à une humanité en fait, voilà, et qu'on ne peut pas agir seulement dans son propre intérêt, il faut toujours tenir compte des autres, voilà. Bref, je referme cette petite parenthèse. Donc là, en fait, hein, si vous voulez, j'ai essayé de vous faire comprendre que l'individualisme est plutôt une bonne chose, que ça ne se traduit pas forcément par le délitement des liens sociaux, hein, encore une fois référence au monde associatif. Toutefois, eh ben, parfois l'individualisme peut devenir négatif et donc, in fine, provoquer de l'exclusion sociale. Alors, pour expliquer ça, on va passer par deux sociologues. Le premier sociologue, Robert Castel, voilà sa photo. Et Robert Castel, lui, va parler de désaffiliation. La désaffiliation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le processus qui traduit le passage d'un individu de l'intégration à l'exclusion sociale. Voilà. En fait, si vous voulez, je vais me baser sur ce schéma, hein, donc vous l'avez, document 2, page 218. Dans le cours, vous en avez un autre, hein, que j'ai réalisé, qui est peut-être un peu plus simple. Mais je vais juste me baser là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la désaffiliation et donc finalement le processus d'exclusion. En fait, il faut comprendre déjà la première chose, c'est que Castel n'aime pas le terme exclusion sociale parce que l'exclusion est définitive. Or, en l'occurrence, quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui est difficile enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment interrompre et une fois qu'on est exclu, ça semble difficile ensuite de réintégrer l'individu. Et donc Castel nous dit voilà, c'est un processus et donc bah, par définition le processus on peut l'interrompre. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il utilise le terme de désaffiliation. Et en l'occurrence, si vous voulez, il distingue deux formes, hein, d'intégration entre guillemets. Le premier axe, vous voyez, c'est l'insertion. L'insertion, en fait, c'est par rapport au fait d'être intégré dans des groupes sociaux. Voilà. Donc, vous voyez, ici, isolement social et de l'autre côté, insertion relationnelle forte. Sur l'axe vertical, cette fois-ci, on a l'intégration par le travail. D'accord. Donc ici, on est intégré par le travail et ici, nous ne sommes pas intégrés par le travail. Donc en gros, ici, on a un emploi stable, CDI ou alors le Graal, hein, c'est-à-dire fonctionnaire. Et puis ici, on est plutôt dans des situations de précarité, emploi temporaire, intérim ou, bien évidemment, chômage. Voilà. En fait, Castel nous dit la plupart des individus sont là, dans la zone d'intégration, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en emploi stable et en même temps insérés dans des groupes sociaux. D'accord. Le seul problème, c'est qu'en fait, avec la précarisation croissante finalement du marché du travail, c'est-à-dire l'augmentation des emplois temporaires, l'augmentation des contrats à durée déterminée, l'augmentation du chômage, même si en ce moment il a tendance à se réduire. On est quand même à des niveaux aux alentours de 8%, donc c'est quand même assez important et on est quand même loin du plein emploi, hein, en tout cas en France. Et ben pour le coup, Castel nous explique que beaucoup d'individus vont avoir tendance à passer ici. Ouais, zone d'assistance, en fait, ce qu'on appellerait aussi une zone de vulnérabilité, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que l'individu reste inséré,
grâce à ses relations sociales, mais il est plus intégré par le travail. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si à ce moment-là, on ne fait rien pour aider l'individu pour le refaire basculer en fait dans l'emploi stable et donc dans la zone d'intégration, alors il va progressivement, hein, d'où l'idée de processus, progressivement basculer dans la zone de désaffiliation. Ce qu'il faut comprendre en fait, hein, je vais prendre un exemple vraiment tout simple pour vous faire comprendre les choses, c'est l'objectif de ces vidéos. Hein. Vous avez un individu qui perd son emploi. Dans un premier temps, il va maintenir ses relations avec ses anciens collègues, il va il va garder une vie de famille assez classique, parce que dans un premier temps, il y a les allocations chômage qui vont lui permettre, entre guillemets, de maintenir un petit peu son niveau de vie. Toutefois, progressivement, en fait, hein, s'il reste trop longtemps au chômage, les liens sociaux, notamment avec ses collègues, vont commencer à se déliter, ben, tout simplement parce qu'il ne pourra plus suivre ses collègues dans les activités, parce qu'il faut de l'argent, et donc en l'occurrence, ben, l'individu en aura de moins en moins. Donc, vous voyez, on va avoir progressivement un délitement des liens sociaux. Ensuite, il y a des choses plus fortes, hein, bien évidemment. Hein. Il y a l'exclusion possible hein, du système bancaire, en tout cas du prêt à la consommation, par exemple, puisque une banque va prêter à un individu seulement si la banque est sûre d'être remboursée. En l'occurrence, si vous n'avez pas d'emploi, le banquier va partir du principe que le risque est trop important et donc il ne prêtera pas. Donc exclusion des crédits, notamment crédit à la consommation, donc exclusion de la société de consommation de masse, et puis dans le pire des cas, exclusion de la sphère familiale, c'est-à-dire que les problèmes financiers provenant de la situation de chômage peut créer des tensions dans le couple et donc, in fine, faire exploser le couple et donc l'individu peut se retrouver finalement dans cette zone de désaffiliation en sachant que s'il n'a pas d'emploi, il est aussi exclu bien évidemment de l'accès au logement puisque les propriétaires n'acceptent que très rarement des locataires qui n'ont pas d'emploi stable. Donc vous voyez, en fait, on a bien affaire à un processus qu'on peut enrayer à partir du moment où on arrive à remettre l'individu dans l'emploi. Et donc, ben, qui doit se charger de ça en fait hein. C'est l'État principalement. D'accord. Le deuxième processus, en fait, il passe par le haut. Là, je vous ai expliqué, entre guillemets, le processus qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire par la perte d'emploi et ensuite la perte des liens sociaux. Castel explique aussi qu'on peut passer par la perte de liens, puis ensuite la perte d'emploi. Alors je vais vous le faire très très simple. Hein. Si un individu est isolé socialement parce que finalement très peu de contact avec sa famille, très peu de contact avec des amis, euh, l'individu en fait peut être dans un mal-être et généralement quand vous êtes dans un mal-être, eh ben, votre efficacité au travail, votre niveau de productivité est relativement faible et donc ça bien évidemment ça peut provoquer ce mal-être qui engendre une faible productivité peut déboucher en fait sur un licenciement, une perte d'emploi et donc in fine euh, vous tombez dans la zone de désaffiliation, c'est-à-dire l'exclusion sociale. Là encore une fois, on peut supposer que des structures publiques ou en tout cas subventionnées par l'État peuvent limiter hein, ce processus, peuvent le rompre. Pensez notamment justement au rôle des associations, hein, toujours elles, hein, ça fait un petit peu c'est un peu le fil rouge jusqu'à maintenant. Les associations peuvent justement refaire basculer l'individu de l'isolement social vers l'insertion relationnelle. Voilà. Alors, je vous passe les interprétations. Hein, je viens de le faire à l'oral. En fait, Castel nous explique que voilà, il y a deux politiques pour éviter la désaffiliation et donc le processus d'exclusion. Une politique préventive hein, qui vise à rompre ce processus. Donc, on intervient dans les deux zones de vulnérabilité. Hein, soit on essaye de retrouver un emploi à l'individu, soit on essaye de l'insérer socialement. Hein, d'accord. Et les politiques réparatrices qui, elles, visent à diminuer au maximum la zone d'exclusion sociale, c'est-à-dire qu'on va essayer de réinsérer et de réintégrer euh, l'individu exclu. Bien évidemment, il est beaucoup plus difficile de mettre en place des politiques réparatrices que préventives. Ça paraît assez logique. Alors, pour le coup, si vous voulez, pour Robert Castel, l'individualisme devient négatif à partir du moment où il y a une certaine forme d'insécurité sociale. C'est une référence bien évidemment au concept de sécurité sociale. Cette insécurité sociale, elle vient d'où?
Bah, elle vient tout simplement de la précarisation, hein, d'accord? Précarisation notamment du marché du travail, l'augmentation des CDD, l'augmentation de l'intérim va justement provoquer un plus grand nombre euh, de trajectoires en fait d'exclusion par le non-travail. Euh, voilà. Et donc pour Castel, si vous voulez, il faut limiter absolument la précarisation de l'emploi, d'autant plus qu'en fait, hein, on en reparlera un petit peu après, l'emploi, c'est pas seulement une reconnaissance économique, c'est aussi une reconnaissance sociale, mais c'est aussi l'accès à la protection sociale. Je vous rappelle, je ne vais pas vous refaire le modèle de protection sociale français, hein. Je vous rappelle que si vous avez un emploi, vous payez des cotisations sociales, et donc in fine, vous êtes assuré, vous êtes protégé contre la vieillesse, contre la maladie, contre les accidents du travail. Vous avez aussi le droit des aides au niveau de la famille, et puis vous êtes protégé contre le chômage et la perte d'emploi. Voilà. Donc en fait, la précarisation ne vous donne plus vraiment accès à cela, et donc ben, mécaniquement vous êtes moins intégré. Voilà pourquoi finalement l'individualisme peut devenir négatif avec la précarisation croissante du marché du travail. Alors, juste pour euh, relativiser un petit peu cette idée de précarisation, hein, il faut quand même avoir conscience qu'en en France, hein, vous l'avez dans le cours, le CDI reste la grande norme, hein. C'est-à-dire que vous avez 80% des salariés qui sont en contrat à durée indéterminée et vous avez 70% des salariés qui sont en contrat à durée indéterminée à temps plein. Voilà, donc ça reste largement la norme, même si hein, le CD, enfin, le nombre de contrats à durée déterminés, en gros, on est passé de 1% début des années 80 à peu près 10% aujourd'hui, entre 10 et 12% de CDD. Donc voilà, c'est à relativiser, ça augmente, mais c'est quand même à relativiser. En fait, il faut plutôt voir le CDI, le CDD pardon, comme un tremplin vers le CDI aujourd'hui. Je vous en reparlerai quand on fera le marché du travail. Alors, ça c'était pour Robert Castel. Deuxième sociologue à travailler finalement sur le processus d'exclusion euh, sociale et finalement la limite de l'individualisme, c'est Serge Pogam. Alors Serge Pogam, lui, il va parler de disqualification sociale et non pas de désaffiliation. Alors vous allez voir que ça se rapproche un petit peu de Robert Castel, mais comment dire, les, enfin, on est à peu près dans le même type d'explication, mais les racines du processus ne sont pas exactement les mêmes. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre là. En fait, Pogam nous dit, donc c'est en référence à ce document, hein, document 3, page 219. Pogam nous dit qu'il y a trois étapes de l'exclusion. Vous voyez bien hein, l'idée encore une fois de processus. La phase de fragilité, c'est-à-dire que l'individu va perdre son emploi, va divorcer. Donc on voit bien ici, hein, entre guillemets, la référence à Robert Castel, hein, soit l'exclusion passe par la perte d'emploi, soit l'exclusion passe par la perte du lien social. Et donc, dans cette phase de fragilité, l'individu va bénéficier d'aides ponctuelles. Par contre, si cette phase de fragilité perdure, l'individu va rentrer dans une phase de dépendance, dépendance vis-à-vis des aides sociales. Alors dans un premier temps, l'individu les refuse par peur d'être stigmatisé, par peur de se sentir assisté, hein, d'accord. Donc contrairement à ce que peut être parfois dans les médias, les individus n'ont pas envie d'être assistés, hein. Voilà, puisque c'est une forme de dépendance qui est difficile à vivre. Euh, mais au bout d'un moment, les individus sont obligés finalement d'accepter cette dépendance. Et encore une fois, si cette phase de dépendance dure trop longtemps, alors l'individu va basculer dans une phase de rupture totale de lien et donc par une marginalisation. Voilà, la pire des situations, bien évidemment, c'est de finir sans domicile fixe, hein, d'où l'image que vous avez ici euh, dans, euh, dans le document 3, page 219. Voilà. Donc on voit bien encore une fois l'idée de processus, hein, et bien évidemment l'État doit intervenir pour rompre finalement ce processus, notamment au niveau de la phase de dépendance, afin de permettre à l'individu de redevenir indépendant et de vivre pleinement son individualisme en fait, hein, tout simplement. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que Pogam conçoit l'exclusion. C'est là la différence avec Castel, hein. Pour lui, l'exclusion, elle vient d'un processus d'étiquetage et de stigmatisation. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, ici, l'individu au début va refuser, puis en fait, il va l'accepter. Pourquoi il refuse? Parce que les autres, en fait, vont émettre un jugement négatif sur sa propre personne parce qu'il bénéficie, en fait, des aides sociales.
Et donc, Pogam, là, fait référence à des sociologues, notamment américains. C'est ce qu'on appelle l'interactionnisme en sociologie. Donc je vous ai mis les définitions hein, de stigmatisation et puis d'étiquetage. Donc la stigmatisation, ça vient de ce sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman. Voilà. Et donc c'est l'ensemble de procédés dénoncés revenant à disqualifier les individus des catégories d'individus ou encore appellation départ neutre progressivement chargée de connotations dévalorisantes. Voilà. Et Goffman nous explique que la stigmatisation est fondée sur trois critères, trois sources en fait, hein. L'infirmité du corps, la tare morale ou une appartenance ethnique ou religieuse. Ici, hop, on a la définition d'étiquetage, donc en référence à Howard Becker, hein, pas Gary Becker, faites attention, hein, c'est